Ma fiancée a annulé notre mariage par message. J'ai répondu, mes condoléances. Ensuite, j'ai transféré son message à ses parents, ceux qui avaient tout payé. 1 heure plus tard, son père était désespéré en essayant de me joindre. J'ai 32 ans et j'étais, ou plutôt j'ai été, fiancé à Jessica, 30 ans. Notre mariage était prévu dans 2 semaines, le 18 octobre. Le lieu était déjà réservé, un bâtiment historique splendide qui a coûté une petite fortune. Le traiteur était confirmé. Les fleurs commandées. Sa robe, une création sur mesure faite de dentelle et, comme je le comprends maintenant, de pur sentiment de supériorité, était déjà payée et prête pour sa grande entrée. Et ceux qui avaient financé toute cette grande production étaient ses parents, Richard et Suzanne Vance. Richard, en particulier, était extrêmement fier de l'événement, le traitant non pas comme un mariage, mais comme une sorte de fusion d'entreprise, où il acquérait un gendre qu'il considérait comme stable. Ce matin, à 9h17, alors que j'essayais de me concentrer sur un tableur au travail, mon téléphone a vibré. C'était un message de Jessica. Salut. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas dans le bon état d'esprit pour me marier. Mon cœur n'y est pas, et j'ai besoin de suivre ma vérité. Je suis désolé. J'ai lu le message une fois. Puis une deuxième fois. Une vague de nausée m'a envahi et les chiffres à l'écran sont devenus de simples taches floues et incompréhensibles. Je suis resté assis là pendant 1 minute entière, la main tremblante en tenant mon téléphone. C'était comme si le sol s'était effondré sous mes pieds. 4 ans de relation, 1 an de fiançailles, d'innombrables heures de planification épuisante, tout cela détruit par un message de 33 mots. Une fois le choc initial passé, autre chose a pris sa place. Ce n'était pas de la douleur. Pas encore. C'était une clarté froide et étrange. La même sensation que lorsque vous résolvez enfin un puzzle complexe et que vous voyez l'image LED qui s'y cachait depuis le début. Soudain, tout a pris sens, toutes les petites bizarreries des derniers mois. Les soirées où elle disait être avec des amis. L'amitié soudaine et intense avec un « gourou du bien-être » nommé Joseph. La façon dont elle tournait toujours son téléphone loin de moi. Tout s'est emboîté de manière parfaite et effrayante. Mes doigts étaient lourds, mais ils ont bougé. J'ai pensé à écrire 1000 choses, un flot de colère et de questions, mais à quoi bon? Elle n'avait même pas eu le minimum de respect d'avoir une conversation en face à face avec moi. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir m'effondrer. Alors, une lueur sombre et morbide d'humour m'a traversé l'esprit. J'ai simplement tapé 2 mots, mes condoléances. Cela m'a semblé être la bonne réponse. Pour tous les décès, celui de notre relation, celui de la personne que je pensais qu'elle était, celui de l'avenir qui venait d'être exécuté. Ensuite, avec un calme qui m'a surpris, j'ai fait une capture d'écran de son message. J'ai ouvert mon email, joint l'image et l'ai envoyé à Richard et Suzanne Vance. L'objet était simple, à propos du mariage. Je n'ai ajouté aucun commentaire. Le message parlait de lui-même. J'ai mis mon téléphone en silencieux et l'ai enfermé dans le tiroir de mon bureau. Je ne pouvais même plus le regarder. J'ai passé l'heure suivante à faire semblant de travailler, l'esprit complètement vide. Je savais que le chaos arrivait, mais j'avais redirigé la tempête directement vers sa source. Quand j'ai finalement repris mon téléphone 1 heure plus tard, il était en guerre. 12 appels manqués de Jessica, 7 de Suzanne et un, le plus récent, de Richard. Sa photo de contact, une image de lui sur son bateau, avec ce sourire arrogant, clignotait sur l'écran. La notification était claire, Richard Vance, appel urgent demandé. J'ai pris une profonde inspiration, expiré lentement et j'ai su que je devais attendre. Je ne pouvais pas répondre à cet appel depuis le bureau. Il fallait que je sois sur mon propre terrain avant d'affronter l'homme qui se souciait davantage de ses investissements que de ma dignité. Mise à jour 1. 3 jours plus tard. Merci à tous pour vos commentaires et messages privés. Cela m'a vraiment réconforté de voir que je ne suis pas fou. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment s'était passée la conversation avec Richard. J'ai attendu d'être rentré chez moi ce soir-là, après m'être laissé quelques heures pour que l'adrénaline retombe et que je puisse penser clairement. J'avais besoin de chaque goutte de self-control que je pouvais rassembler. Je me suis servi un verre de whisky et j'ai composé son numéro. Il a décroché avant même la fin de la première sonnerie. Thomas, grogna-t-il. Ce n'était pas une salutation. C'était une accusation. Richard, répondis-je d'une voix ferme. J'ai reçu ton email. C'est quoi ce cirque?
C'est une sorte de blague? J'aimerais bien, dis-je calmement. J'ai reçu ce message de Jessica à 9h17 du matin. C'est tout ce que je sais. J'ai entendu un bruit étouffé, puis la voix stridente de Suzanne a retenti sur le haut-parleur. Thomas, chéri, de quoi parle-t-il? Jessica a dit que vous vous étiez disputés. Elle a juste peur. Toutes les mariées sont comme ça. Tu es la partie stable, Thomas. C'est à toi de régler ça. Tu dois arranger les choses. Cette phrase a résonné dans ma tête. L'audace dont elle faisait preuve était incroyable. Moi, la personne qui venait de recevoir un message mettant fin à nos fiançailles, j'étais désormais chargé d'être le gardien émotionnel du désastre social qu'ils affrontaient. Suzanne, dis-je, avec un ton glacial s'infiltrant dans ma voix. Une petite dispute est une discussion pour savoir où dîner. Là, c'est une rupture. Votre fille a mis fin à nos fiançailles. Il n'y a rien à arranger. Richard reprit la conversation, cette fois d'une voix basse et furieuse, essayant de garder le contrôle. Nous avons plus de 150 000 $ investis dans cet événement, Thomas. 150 000 $. Le lieu n'est pas remboursable. Le traiteur a une clause d'annulation qui va nous ruiner. Ce n'est pas juste une crise de panique pré-mariage que nous pouvons ignorer. La conversation tournait entièrement autour de l'argent, des contrats, de l'embarras social. Pas un seul, est-ce que tu vas bien? Pas la moindre trace d'empathie. Je n'étais plus qu'une pièce défectueuse dans leur machine bien huilée. Il me semble que c'est une discussion que vous devriez avoir avec votre fille, répondis-je. C'est elle qui a rompu l'accord avec moi et, par extension, avec vous. Avant qu'il ne puisse lancer une nouvelle salve d'accusations, un autre appel est arrivé. C'était Jessica. Une vague de colère brûlante et tranchante a enfin percé ma façade calme. Je dois raccrocher, dis-je. Et j'ai mis fin à l'appel avec l'Evance. Je suis resté à regarder le nom de Jessica sur l'écran et j'ai appuyé sur « Ignorer » avec une telle force que j'ai cru que le verre allait se fissurer. Un instant plus tard, les messages ont commencé à pleuvoir. Tu as parlé à mes parents. Tu l'as fait derrière mon dos et tu as essayé de les retourner contre moi. Tu sais comment est mon père. C'est exactement pour ça que je ne pouvais pas t'épouser. Tu es tellement manipulateur et rancunier. Tu dois les appeler maintenant et leur dire que tu as exagéré et que nous réglons les choses. Mon père menace de me renier. C'est de ta faute. C'était sidérant. Une abdication complète et totale de toute responsabilité. Je n'ai pas répondu. À la place, je suis allé dans mon bureau à la maison. Dans un coin du bureau se trouvait une boîte en bois poli et lourd. À l'intérieur, enveloppée dans du velours, se trouvait la montre chronographe sur mesure que j'avais achetée pour Richard. C'était une pièce magnifique, avec une gravure discrète à l'arrière. Richard, merci de m'accueillir dans la famille. Thomas, 18 octobre 2025. La date du mariage. Notre mariage. J'ai refermé la boîte. J'ai ressenti la première vraie pointe de deuil, non pas pour la Jessica qui avait envoyé ce message, mais pour la femme que je croyais être sur le point d'épouser. Pour la famille que je pensais rejoindre. Pour l'avenir qui n'était désormais plus qu'un fantôme. J'ai passé les jours suivants dans un état de torpeur, annulant les engagements un par un, prévenant ma famille et essayant de garder la tête haute. Mais le vrai problème, comme j'allais bientôt le découvrir, ne faisait que commencer. Mise à jour 2. Une semaine plus tard. La semaine écoulée a été une véritable leçon d'audace. Les Vance, après avoir lamentablement échoué à me faire culpabiliser et à réparer leurs problèmes, sont passés à la phase de récupération d'actifs. J'ai reçu un email de Suzanne affirmant que, puisque le mariage avait été annulé, j'avais l'obligation morale et légale de rendre la bague de fiançailles de Jessica. Elle a même, gentiment, suggéré que cela pourrait aider à compenser certaines des pertes catastrophiques qu'ils subissaient. En d'autres termes, ils voulaient que je leur rende la bague à 22 000 $ que j'avais achetée pour pouvoir la mettre au clou. J'ai répondu en joignant le lien vers la loi de notre État sur les cadeaux conditionnels, accompagné d'un court message. La bague m'appartient. Considérez l'affaire comme close. Mais bien sûr, ils n'ont rien clos du tout. Jessica a alors lancé une campagne de diffamation. J'ai commencé à recevoir des appels prudents d'amis communs. La version qu'elle diffusait était que j'étais devenu contrôlant et émotionnellement distant, que je l'étouffais. Et Joseph, le fameux « gourou »,
était désormais présenté comme l'ami héroïque qui l'avait aidé à trouver la force de me quitter. J'avais envie de hurler, mais au lieu de cela, j'ai consulté un avocat non pas pour poursuivre qui que ce soit, mais pour élaborer une stratégie. Je lui ai tout raconté, le message de rupture, l'argent en jeu, le contrat de notre appartement, principalement à son nom, et la campagne de diffamation. Son conseil fut sombre, mais encourageant. Vous êtes en guerre. L'objectif n'est pas de gagner, c'est d'en sortir avec le moins de dégâts possible. Documentez tout, communiquez uniquement par écrit et protégez vos biens. En suivant cette recommandation, j'ai réglé la question des amis. Dans un groupe créé pour un événement du mariage qui, évidemment, n'aurait plus lieu, j'ai rédigé un message simple. Salut à tous. J'imagine que vous savez déjà que le mariage est annulé. Juste pour clarifier, c'est Jessica qui a mis fin à nos fiançailles la semaine dernière. C'est une période difficile, et je me concentre sur les aspects pratiques de la séparation de nos vies. Je lui souhaite le meilleur. Le message était neutre mais factuel. Il corrigeait la version des faits sans en faire trop. Les messages privés que j'ai reçus par la suite ont confirmé que c'était la bonne décision. Les versions racontées par Jessica et par les Vance commençaient déjà à se contredire. Le véritable test est venu ce matin. La sonnette a retenti. C'était Jessica, accompagnée de Joseph. Il était exactement comme je l'imaginais, bronzé, des dents parfaites et ce regard vide typique de ceux qui utilisent le mot « synergie » sans ironie. « J'ai besoin de récupérer mes affaires », dit-elle sans même me regarder. Je lui ai laissé de l'espace pour entrer. Jessica a commencé à désigner différents éléments de notre vie commune, la télévision, la machine à expresso, le canapé en cuir. Pour chaque objet, elle disait. J'ai aidé à choisir ça. Ma mère nous a donné de l'argent pour ça. Je suis resté là, les bras croisés. J'ai payé la télévision. La machine à expresso était un cadeau de mon frère. Ta mère nous a donné $500 pour le canapé. Tu peux l'emporter, à condition de me donner les $2500 que j'ai payés pour le reste. Son visage s'est fermé. Elle commençait à réaliser que le mode de vie qu'elle appréciait tant était financé par moi. Puis ses yeux se sont posés sur la boîte à montres sur mon bureau. Ah, parfait, dit-elle d'une voix dégoulinante de fausseté. Tu allais donner ça à papa. Je vais le prendre pour lui. Ça pourrait t'aider à arranger les choses. Elle a tendu la main. J'ai été plus rapide, couvrant la boîte de la mienne. Non. Le mot est resté suspendu dans l'air. Comment ça, non? Ricana-t-elle. J'ai acheté ça pour mon beau-père, dis-je d'une voix basse et ferme. Je n'ai plus de beau-père. C'est toi qui as garanti cela. La condition pour le cadeau n'a pas été remplie. Joseph a fait un pas en avant, gonflant la poitrine. Et, mec, ne sois pas idiot. Ce n'est qu'une montre. Je me suis tourné vers lui. Tu as raison. C'est une montre. Et elle est à moi. Jessica, prends tes vêtements et tes effets personnels. Rien d'autre. Tu as 1 heure. Le choc sur son visage était profond. Elle avait confondu ma patience avec de la faiblesse. Ils ont pris quelques cartons et sont partis. Mais la plus grande bataille restait encore à venir et elle concernerait la seule chose qu'elle ne pouvait pas mettre dans une boîte, le contrat de l'appartement. Mise à jour 3. Ce qui s'est passé après leur visite a été tendu. Je savais que je devais officiellement la retirer du contrat de location. En suivant les conseils de mon avocat, j'ai envoyé un avis formel par courrier recommandé et par email. Dans le document, je l'informais qu'elle avait 30 jours pour organiser le retrait du reste de ses affaires et signer le transfert du bail. C'était une procédure standard, juridiquement solide. Je m'attendais à ce qu'il y ait de la résistance. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que l'électricité soit coupée. 1 semaine après l'envoi de la lettre, mon appartement s'est retrouvé complètement plongé dans le noir. Internet était hors service. En consultant le site de la compagnie d'électricité, j'ai découvert que la facture au nom de Jessica Vance était impayée et que le service avait été interrompu. Dans sa sortie dramatique, elle avait tout simplement oublié de payer les factures, tout à son nom. J'ai ressenti une vague de colère, suivie d'un sombre sentiment de satisfaction. C'était la conséquence directe de ses propres actes. Le lendemain, j'ai appelé la compagnie pour ouvrir un nouveau compte. Le représentant m'a expliqué que, puisqu'il y avait un solde impayé lié à l'appartement, j'avais 2 options,
payer immédiatement la dette ou entamer une procédure bureaucratique pour prouver un nouveau titulaire, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines. J'étais coincé. J'avais besoin d'électricité pour travailler. Résultat? J'ai payé les $480 qu'elle devait. J'ai payé sa dette pour avoir de la lumière chez moi. J'ai envoyé une capture du reçu à elle et à Suzanne avec pour objet, facture finale, puis je les ai toutes deux bloquées. Mais la véritable confrontation a eu lieu vendredi dernier. J'ai reçu un appel de mon concierge, Charles. Thomas, Jessica est ici en bas. Elle dit qu'elle habite ici et exige d'entrer dans l'appartement. Son badge ne fonctionne plus. Mon avocat m'avait recommandé de désactiver son accès dès l'envoi de l'avis officiel. Elle est seule? Ai-je demandé. Non, il y a le gars bronzé. Il marche de long en large comme un idiot. D'accord, Charles. Ne la laisse pas monter. Dis-lui qu'elle doit fixer un rendez-vous avec moi par écrit, conformément à l'avis légal. Si elle refuse de quitter le hall, appelle la police. J'ai raccroché, le cœur battant. C'était le moment. J'ai pris la pochette contenant une copie du contrat et le reçu du courrier recommandé, puis je suis descendu. La scène était pire que ce que j'avais imaginé. Jessica criait sur Charles, tandis que Joseph, évidemment, filmait tout avec son téléphone. Le voilà. Cria-t-elle en me voyant. Dis-lui. Dis-lui qu'il n'a pas le droit de me laisser dehors. Comme dans un scénario, 2 policiers sont entrés dans le hall à ce moment-là. Jessica a immédiatement changé de ton et a commencé son petit spectacle pour eux. Dieu merci, vous êtes là. Il m'a expulsé illégalement. Il a coupé mon électricité et retient mes affaires en otage. Quand elle eut terminé, l'un des policiers, un homme à l'air fatigué, clairement habitué à ce genre de situation, s'est tourné vers moi. Monsieur, que se passe-t-il ici? Je n'ai pas commencé par montrer les preuves. J'ai simplement regardé Jessica. Jessica, tu es partie. Tu as abandonné l'appartement. Je t'ai envoyé un avis légal pour fixer un rendez-vous et récupérer tes affaires. Tu ne l'as pas fait. À la place, tu es venu ici pour faire une scène. Puis je me suis tourné vers le policier. C'est un litige civil. Elle est la titulaire du bail, mais elle a déjà déménagé. Je l'ai notifiée officiellement pour qu'elle récupère ses biens. Elle refuse de suivre la procédure. J'ai montré la pochette. J'ai toute la documentation ici. Le policier a soupiré, sans même prendre la peine de regarder les papiers. Madame, est-il vrai que vous n'habitez plus ici? Eh bien, je reste chez une amie. Il m'a mise dehors. Balbutia-t-elle. Très bien, dit le policier, désormais agacé. C'est une affaire civile. Nous ne nous mêlons pas des différends contractuels. Mais ce que vous faites maintenant, c'est troubler l'ordre public. Vous devez quitter les lieux. Vous pouvez l'attaquer en justice si vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas rester ici à crier sur les gens. Partez maintenant ou vous serez arrêté pour trouble à l'ordre public. La défaite sur son visage était totale. Ce n'était pas une victoire nette pour moi, seulement l'exposition publique de notre tragédie personnelle, mais c'était suffisant. Joseph avait cessé de filmer. Ils ont tourné les talons et sont partis. En retournant vers l'ascenseur, Charles m'a lancé un regard compatissant. Je suis désolé, mon vieux. Ce n'est pas ta faute, Charles. Merci d'avoir géré la situation. La bataille était terminée, mais pas la guerre. Elle devait encore venir chercher ce qui restait de ses affaires. Et j'avais un fort pressentiment que l'acte final serait pathétique. Mise à jour finale. Cela fait un certain temps depuis la dernière mise à jour. Le délai de 30 jours est enfin arrivé à son terme. Le dernier jour, j'ai reçu un email d'un avocat qu'elle avait clairement engagé à la hâte. Le message fixait un rendez-vous pour que Jessica puisse récupérer ses effets personnels et incluait une copie signée de la cession du bail, comme l'exigeait la procédure. Le jour du déménagement a été un événement triste et silencieux. Pas de Joseph, seulement 2 déménageurs. Elle n'a pas réussi à me regarder dans les yeux. Elle a simplement parcouru l'appartement, désignant les cartons que j'avais soigneusement emballés. Son visage était un masque de ressentiment froid et vide. Tout a duré moins d'1 heure. Lorsque les déménageurs ont sorti une lampe horrible qu'elle adorait, le fil s'est emmêlé et la base en céramique s'est brisée. Jessica a tressailli et a laissé échapper un petit son presque inaudible. Ce fut la seule émotion qu'elle a montrée.
Peu après, elle est partie. Le silence qui a suivi fut le son le plus pur que j'ai jamais entendu. L'histoire ne s'arrête pas là, mais j'ai dû rassembler les morceaux à partir de fragments. Il n'y a pas eu de source unique d'information, aucun rapport officiel satisfaisant. La vie réelle ne fonctionne pas ainsi. J'ai appris, par un ami commun travaillant dans l'organisation d'événements, que Richard Vance était entré dans une rage noire. Il a appelé tous les prestataires, les menaçant de poursuites et de mauvaises évaluations. Mais un contrat reste un contrat et, selon cet ami, les pertes ont facilement atteint plusieurs centaines de milliers de dollars. Cependant, la plus grande perte n'était pas financière. C'était l'humiliation. J'ai croisé une autre amie dans un supermarché. La conversation a commencé maladroitement, mais après quelques minutes, elle m'a confié, hésitante, que Jessica et Joseph avaient eu une rupture explosive en public. La rumeur disait que, dès que le soutien financier de son père avait cessé, l'intérêt de Joseph pour sa vibration énergétique avait chuté en flèche. Il avait disparu en moins d'un mois. La dernière pièce du puzzle est venue d'un email venimeux de Suzanne, envoyé après que j'eus transmis le reçu final des factures que j'avais payées. C'était un message rempli de culpabilisation et d'accusation, mais entre les lignes, il révélait ce que je soupçonnais déjà, une famille en plein effondrement, un mari furieux, une fille en ruine et une mère coincée au milieu, me tenant responsable de tout le désastre. Et moi? Je vais bien. Le premier mois a été consacré à la colère et à la logistique. Le deuxième, au deuil, non pas pour Jessica, mais pour le mensonge dans lequel je vivais. J'ai pleuré pour l'idiot que j'avais été. Parfois, l'audace de sa trahison me frappe encore de plein fouet, et je sens cette vieille colère bouillir. Mais ensuite, je me réveille dans mon appartement silencieux, un appartement qui m'appartient désormais vraiment, et je ressens une paix profonde. J'ai vendu la bague de fiançailles. J'ai utilisé l'argent pour régler les dernières dettes liées au mariage et j'ai mis le reste de côté. C'était comme clore un mauvais conte. Et la montre, le chronographe sur mesure pour Richard, est toujours dans son étui, enfermé dans mon coffre. Pendant un moment, j'ai pensé à la vendre, mais je n'ai pas pu. Ce n'est pas un trophée. C'est simplement un rappel. Un rappel que mon instinct essayait de me dire quelque chose depuis des mois. Un rappel que ma réponse calme et méthodique n'avait rien à voir avec la vengeance, mais tout à voir avec la survie. C'est un monument au projectile le plus coûteux que j'ai jamais esquivé. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. Il est maintenant temps de tourner la page et de vivre la vie qui m'attend vraiment. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, il paraît que l'amour inconditionnel de Jessica durait exactement, jusqu'à ce que le compte bancaire de papa soit fermé. Et Joseph, le gourou spirituel, a mystérieusement perdu son illumination dès que l'argent a disparu. Comme quoi, l'énergie vibratoire ne fonctionne qu'avec du Wi-Fi et une carte de crédit bien approvisionnée.